Merci de m'accueillir dans ce congrès où c'est vrai qu'avec mon parcours d'ancienne biologiste médicale, maintenant je suis devenue coach, mais je suis dans quelque chose qui me tient à cœur, c'est-à-dire la santé. Donc je reste orientée santé dans mon approche. Donc merci d'être là et je vais tout de suite partager mon écran pour vous présenter ma présentation. Donc voilà, et je supprime ceci aussi. Donc voilà, si je vais parler du stress en cas d'incertitude, c'est parce qu'on vit vraiment maintenant en tant que coach dans une période où, là maintenant, je viens de quitter une formation pour être avec vous ce midi et j'avais 4 personnes en pleurs qui ont perdu des proches ou qui sont en attente de personnes qui sont hospitalisées, qui sont en grosse souffrance. Et donc, il est vraiment important d'avoir une posture d'accueil bienveillant dans cette situation-là. Donc ça, on en a parlé. Et donc, je crois que la question avant de se poser qu'est-ce qui nous stresse le plus, c'est d'abord de parler de bienveillance. Parce que pour moi, c'est ce que j'ai mis là en place, vous voyez, ça s'appelle BRIC, bienveillance, respect, implication, confiance. Ce sont les bases pour survivre dans un système stressant. C'est-à-dire se poser la question de la bienveillance par rapport à soi-même quand tout s'agite autour de nous. Donc, est-ce que je suis suffisamment bienveillant pour moi malgré l'agitation? Est-ce que je peux être bienveillant pour les autres dans ce contexte-là? Le mot respect, on peut en parler beaucoup aussi parce que dans ce contexte-ci, c'est le respect d'un cadre imposé. Est-ce que je suis OK avec ce cadre qui est imposé? Est-ce que je peux respecter l'avis de l'autre? On n'a jamais eu autant de débats d'opinion, de débats de connaissances. Et donc, la posture dans laquelle on se met en tant que coach est une posture de respect absolu de ce que l'autre a comme vérité. Et donc, je suis assez choquée de voir tous ces débats. Tout le monde veut avoir raison et tout le monde injure tout le monde si chacun prend sa position. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose avec lequel, pour éviter de tomber dans le stress, j'ai envie de vous proposer de prendre un recul de respect et de non-jugement, parce que chacun a sa propre vérité. Et donc ça, c'est ce qu'on fait en tant que coach, de toute façon. Et donc les valeurs, là, bienveillance, respect, maintenant on arrive à l'implication pour aussi sortir du stress, pour sortir de situations qui posent problème, il y a à être impliqué. Et j'écoutais la fin de la conférence d'Éric Merlot qui dit, en effet, s'il n'y a pas la volonté, c'est très difficile, mais c'est parfois possible quand même. Mais il faut un minimum de volonté pour évoluer. Donc, par rapport au stress aussi, il y a cette habitude d'être stressé qui est un conditionnement parfois. Et à un moment, il faut dire stop, je choisis de sortir et donc je m'implique. Donc, et je m'implique à aller vers un objectif que je me fixe, c'est-à-dire peut-être un objectif de plus de paix intérieure. Donc, ça, c'est ce qu'on travaille en coaching. Et puis la confiance. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important, que ce soit quand on fait de l'hypnose ou quand on fait du coaching, c'est qu'il faut qu'il y ait une confiance mutuelle entre le coach, le coaché. Et nous, en tant que coach, on va partir dans l'idée, on fait confiance dans le potentiel de la personne à avancer, à trouver sa solution. Et c'est la même chose en hypnose. On fait confiance dans le potentiel que la personne peut guérir, on peut se sortir d'une dépendance. Donc ici, on ne va pas aller aussi profondément que dans l'hypnose, on va rester au niveau du mental, de la prise de conscience, de cette bienveillance pour soi par rapport au stress, de ce respect, de son implication à ne plus subir mais à agir, et confiance. Alors on pourrait dire aussi dans mon petit dessin, j'ai confiance dans les autres, confiance en soi et confiance dans la vie. C'est très important de rester optimiste dans un contexte dans lequel on est. Alors il ne faut pas être non plus utopiste, mais juste se dire
si on va tous ensemble vers un désir plus positif, vers une volonté que ça aille de mieux en mieux, on a plus de chances que ça aille de mieux en mieux que si on est défaitiste, si on voit tout en noir et qu'on ne fait pas confiance dans la vie. Donc, ici, ce brick, pour moi, c'est les briques, c'est la base d'un état d'être paisible, on va dire, confiant, qui nous permet d'être pleinement nous-mêmes. Alors ici, dans cette crise, il y a énormément de défis qui vont nous conduire à être stressés ou pas. Et donc, un des défis, c'est évidemment la peur de la maladie, peur pour soi et pour la famille. Et je suis étonnée de voir que ça bouge vraiment en fonction des situations, des moments. La peur de la maladie était là au tout début, puis elle a disparu, puis elle revient. Donc, chacun, en fonction de son contexte, va vivre cette peur ou pas. La peur du manque du futur, ça concerne pas mal aussi les personnes au travail, dont les indépendants. Notre activité d'indépendant subit la crise. Donc, qu'est-ce qu'on fait de ça? On peut aussi avoir ce sentiment d'impuissance. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi créer un stress. C'est de voir des choses qui ne fonctionnent pas et de se dire qu'est-ce qu'on fait, comment on peut faire. On ne peut rien faire. Donc ça, c'est quelque chose de stressant. Et puis alors, il y a l'activité professionnelle, la gestion d'activité. Étonnamment, il y a des gens qui n'ont plus rien à faire et d'autres qui sont en surcharge. Comment est-ce qu'on va gérer cette surcharge, ce stress existant? Comment on va gérer les émotions? Alors, gérer sans gérer, parce que pour moi, l'émotion, c'est d'abord l'accueil de l'émotion. L'émotion a le droit d'être, le droit de venir. Et tout à l'heure, en commençant ma formation, je commence toujours par un état un petit peu ce sont mes élèves qui deviennent des coachs professionnels que j'accompagne. Et aujourd'hui, on fait le dernier atelier. Je leur demandais comment ils allaient. Et certains ont pleuré parce qu'il y a justement une charge émotionnelle importante avec des décès autour d'eux. Et c'est dur juste de dire, accueillons, ne soyons pas dans le rejet de l'émotion. Aussi, pour aller mieux, il faut oser pleurer, il faut oser lâcher ce que l'on ressent. Et ça, c'est aussi notre rôle en tant que coach, d'accueillir l'émotion qui est là dans le moment pour pouvoir la dépasser. Parce que si on la garde aussi, elle va s'ancrer et elle va créer des maladies. On le sait aussi que si on reste trop dans le contrôle de ses émotions, ça s'écrit dans le corps. Donc ça, c'est important de les accueillir. Il y a aussi un défi de la crise, c'est cette perte de liberté on était insouciant avant que ça arrive, ou pour le moins relativement insouciant, et puis tout d'un coup, on ne peut plus être libre. Et jusqu'où on ne peut plus être libre et jusqu'où ça va nous créer une tension intérieure ou pas aussi. C'est juste voir jusqu'où je me laisse envahir par ça ou j'y travaille. Alors, j'aime bien cette citation de dire qu'une crise qu'on accepte devient une aventure avec un but à atteindre. Une aventure qu'on refuse devient une crise avec la souffrance en plus d'avoir perdu ce que nous aimions autrefois. Donc, quelque part, cette conscience que tant qu'on lutte contre une réalité, on souffre. Et donc, l'idée ici, c'est de se dire comment je peux vivre avec une réalité existante sans en souffrir, au-delà de ce qui est juste pour pouvoir continuer. Je dis souvent, on peut pas être totalement en paix aujourd'hui, totalement heureux. Il y a toujours une petite trace parce que le monde va mal et on le sent que le monde va mal. Donc, ce que je vous propose ici, maintenant, c'est de voir comment est-ce qu'on peut rester actif dans ce système, dans la crise, en regardant quelles sont les opportunités de la crise. Et donc, quand on ne regarde plus ça comme un problème, mais comme une opportunité, eh bien, on peut nourrir une volonté à aller au-delà. Et donc, la crise, ça invite à un retour sur soi, à se connaître, à évoluer, à avoir aussi peut-être plus d'authenticité, de bienveillance par rapport à soi. Ça nous a invités à reconnecter à la famille, puisque on ne peut plus voir que les proches.
Et donc les proches de pouvoir aussi vivre en conscience ce que ça nous apporte d'être liés. Donc de vivre avec nos enfants avec plus de proximité qu'avant. Ça nous invite aussi comme opportunité et avoir conscience des incohérences et des changements à faire plus éthiques. Donc, c'est clair qu'on peut voir des incohérences dans le monde extérieur qui nous stressent, et puis de se poser la question, qu'est-ce que moi je peux faire par rapport à ça pour être plus en accord avec mes valeurs, plus en éthique personnelle dans un contexte difficile. Donc, enfin, je parle d'une incohérence. Moi, c'est vrai que ça me choque de voir qu'on ne peut plus, que les magasins Brico, il y a des rayons qui sont bloqués, alors que dans d'autres magasins, on peut trouver les mêmes objets. Mais en même temps, qu'est-ce qui est le plus éthique à faire aussi dans cette situation-là? Peut-être aussi, moi, je trouve l'idée de faire du deuxième main, du recyclage, de trouver des choses qu'on a besoin et de limiter aussi peut-être un peu nos besoins. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont proposées, en tout cas dans cette crise, et ça va encore évoluer, d'aller aussi dans des commerces plus locaux, aussi, voilà, plus proches de chez soi. Au niveau de la gestion de l'activité professionnelle, c'est clair que moi, en tant que coach, où je travaille avec des entreprises, des entrepreneurs, l'entrepreneur, le chef d'entreprise doit aussi apprendre à gérer les émotions de ses collaborateurs, à avoir des relations plus humaines peut-être avec certaines personnes en difficulté. Il y a aussi à revoir le service au client. Tout ce qui se faisait ne peut plus se faire, donc comment est-ce qu'on transforme par exemple pour les restaurateurs, même pour les coachs aussi, comment est-ce qu'on transforme notre activité. Alors, les conférences en ligne, les consultations en ligne, tout ça, ça va, mais il y a autre chose. Donc, comment est-ce qu'on va éviter la perte en se réinventant? Et on peut retrouver une joie de se retrouver créatif en regardant ça comme un challenge et en se disant, ben, il y a quelque chose à réinventer et on y va ensemble. On peut aussi, ensemble, c'est le mot solidarité, trouver des partenariats qui n'existaient pas encore, des choses qui peuvent nous apporter de la joie dans cette participation à reconstruire quelque chose de plus en accord avec soi-même. Alors, apprendre à respecter un cadre collectif, ce n'est pas toujours évident, mais c'est aussi un apprentissage et un apprentissage de penser peut-être un petit peu moins égoïste, à être plus collectif. Donc, tout ça va nous amener à se remettre en question. Donc, dans le coaching, on va se remettre en question, mais on va aussi se dire que d'abord, on va accueillir l'émotion. Donc ici, cette image que je voulais vous montrer, c'est que j'en rentre dans le vif du sujet, c'est que le stress est, comme disait Éric Merlot tout à l'heure, on a des choses ancrées en nous qui font que c'est une évidence. Donc, par exemple, le stress, c'est biochimique, ça veut dire qu'il y a une libération de cortisol dans le sang et qui va avoir des effets physiologiques. Et je mets principalement aussi aux poumons parce qu'on peut avoir une sensation d'être oppressé, d'être pris, la respiration se réduit. Et donc, en fait, le stress va fonctionner comme une clé serrure donc ça veut dire comme une drogue quelque part. Plus on va nourrir de stress, plus on va avoir à la surface de nos cellules des récepteurs à stress, des récepteurs à cortisol. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen d'évoluer. Donc, en fait, on peut se dire que plus on a du cortisol dans le sang aussi, parce qu'on nourrit avec des pensées mentales les causes du stress, plus on va avoir cette production de cortisol et plus on va avoir une fonction immunitaire diminuée. Alors, quand on sait ça, on peut aussi se dire maintenant, je vais arrêter. Je vais arrêter. Je peux avoir un stress contrôler ou pas. Donc, chacun peut se poser la question jusqu'où je peux contrôler mon stress. Et si je parle ici du choix de décider, c'est que
En plus, j'avais pris le modèle de l'exemple du sevrage du tabac et vous avez parlé de patch. Quand on décide d'arrêter le tabac, qu'est-ce qui se passe? C'est que le corps a plein de récepteurs à nicotine et demande encore son tabac. Donc, pendant les premières journées qui suivent la décision d'arrêter, que l'on ait fait de l'hypnose ou pas, il y a un moment où le corps appelle à la drogue. Mais c'est la même chose par rapport au stress. Et en fait, le stress, quand on est nourri de stress, on a nos récepteurs à cortisol qui sont importants sur toutes nos cellules et qui, quelque part, appellent le stress. Et donc, si par exemple, on se décide, ah ben maintenant, à partir de maintenant, je vais calmer mon mental, je vais être paisible et je ne vais plus stresser, ça va durer le temps d'une décision comme ça, quelques minutes. Et puis, le premier événement qui va se présenter va nous stresser pour qu'on nourrisse nos récepteurs qui sont là en train de demander « donnez-moi du stress ». Alors, bonne nouvelle, c'est qu'on peut, par l'épigénétique, travailler sur ces gènes, sur nos gènes qui produisent ou pas des récepteurs à nicotine. Et donc, au lieu à nicotine ou à cortisol, donc à stress, au lieu de produire encore et encore des récepteurs à cortisol, on pourrait décider de mettre des pensées plus calmes et plus positives pour nourrir des récepteurs qui sont orientés sur le désir qui se cache derrière la peur. Donc, par exemple, vous avez peur d'attraper la maladie. Derrière la peur se cache le désir de passer à travers et d'être en pleine santé. Si vous nourrissez votre désir de rester en pleine santé et que vous visualisez, on a parlé de la visualisation, que vous êtes en pleine santé, vous avez beaucoup plus d'hormones positives, c'est-à-dire à ce moment-là, ça sera l'hormone du bonheur qui va passer, c'est-à-dire, je vais passer tout de suite, on va avoir de l'ocytocine. Donc, si dans le cerveau bleu que vous voyez ici, le néocortex, qui est le siège de la pensée, on met des pensées plus paisibles, donc plutôt je traverse cette situation en paix, je suis en pleine santé. Si on se met des pensées comme ça va nourrir d'autres récepteurs que le récepteur à cortisol, ça va nourrir des récepteurs à ocytocine ou à adrénaline que je vais vous montrer juste après. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le processus de peur peut se manifester de plusieurs façons. C'est que vous avez ici 3 cerveaux, le cerveau néocortex qui est le cerveau qui réfléchit, vous avez le cerveau rose qui est le cerveau qui est le siège des émotions, et puis vous avez le reptilien qui se trouve à la base du cerveau qui est le siège du réflexe archaïque et de survie. Et donc quand on vit un stress, donc par exemple si vous voulez traverser la rue, qu'il y a un camion qui passe brutalement, vous allez avoir un réflexe reptilien, c'est-à-dire vous allez vous retirer, ou vous allez être tétanisé, ou vous allez attaquer. Bon, attaquer un camion, c'est difficile, mais bon, ce sont des réflexes animaux. Et donc, ce que je veux dire ici, c'est que ça, c'est relativement incontrôlable. Par contre, vous pouvez vous rendre compte que dans des situations comme ce qui se passe aujourd'hui dans cette crise, il y a des gens qui attaquent et qui critiquent et qui jugent les uns les autres et qui ont une idée et qui vont au combat. Il y en a d'autres qui sont dans la fuite. Je ne veux pas savoir. Je joue sur mes jeux Internet. Je vais bien, tout va bien. Je ne m'intéresse pas à tout ça. Et puis, il y en a qui ne bougent plus, tétanisés. Et là, le stress est assez difficile il est même assez ambigu parce qu'on ne le sent pas vraiment, mais ce sont des gens qui, et ça peut nous arriver tous à des moments différents, on est bloqué. Moi, je l'ai vécu personnellement au début de cette crise, au mois de juillet. Au début, on était dans, OK, il y a une crise, on la dépasse, et au mois de mars, on attend, etc. Et j'étais dans l'observation. Et puis, au mois de juillet, on revient avec
ah non, mais c'est pas fini, on vous remet des masques, on vous remet plein de contraintes. Et là, j'ai eu comme mon cerveau qui faisait compote et qui ne savait plus quoi. Donc, je ne savais plus réfléchir. Et c'est fort ce qui se passe dans le système dans lequel on est. Il y a tellement de confusion qu'on ne sait plus réfléchir et donc on ne bouge plus. Mais il faut reprendre son pouvoir. Il faut pouvoir se dire maintenant, qu'est-ce que je fais de cette situation? Et c'est là que je vous invite à revenir sur démystifions nos pensées, démystifions ce qu'on se dit, observons nos pensées et choisissons nos pensées pour pouvoir reprendre le pouvoir sur notre néocortex qui va lui influencer nos hormones, à nous mettre des hormones d'émotions plus paisibles et plus positives que se laisser embarquer dans des choses qui nous desservent, qui desservent notre santé, notre état d'être. Et donc, on va observer nos pensées et nous détacher de nos pensées en nous disant, nous ne sommes pas nos pensées. On peut avoir des pensées qui viennent d'une info qu'on a entendue à la radio ou de quelqu'un qui nous a dit quelque chose, mais est-ce que ça nous appartient et est-ce qu'on a envie de la maintenir en nous si cette pensée nous fait stresser? Et donc, ce que j'ai envie de vous inviter à faire, c'est de mettre vos pensées au service de votre intention, de ce que vous voulez, plutôt de ce que vous ne voulez pas. Donc, se mettre au service de notre guérison, de notre état d'amélioration continue. On peut vraiment se reconditionner, et là, on arrivera à faire de l'épigénétique, et il y a de plus en plus d'études qui confirment que l'état d'être, de penser, conditionne les guérisons. Donc, on peut vraiment guérir. Les guérisons miraculeuses dont on parle viennent souvent, et on parle d'effet placebo, on parle de toutes ces choses-là, mais l'effet placebo, aujourd'hui, il s'explique par l'épigénétique, en disant, quand on croit, quand on est persuadé, on peut vraiment aller de mieux en mieux. Et donc, on va, à ce moment-là, choisir de mettre en place de l'hormone d'ocytocine dans notre corps plutôt que l'hormone de stress qui ne fait que nous desservir. Donc, l'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour, c'est l'hormone que l'on produit en grande quantité quand on est amoureux, c'est aussi l'hormone qu'on produit quand on va accoucher. C'est une hormone qui va compenser le taux de cortisol et qui va nous aider à avoir une meilleure tolérance à la douleur, diminuer notre anxiété et nous sentir en paix, vraiment. Et donc, j'ai envie de vous proposer, et vous avez ici un dessin qui vous offre toutes les sources d'ocytocine. Vous avez la respiration, être dans le don, utiliser des mots tendres et des mots doux, être dans des relations harmonieuses, être en contact avec la chaleur et prendre des bains chauds, l'écoute bienveillante, le regard bienveillant, les baisers, les caresses, les massages. Évidemment, aussi, on est en confinement, mais avec nos proches, on peut se toucher. Le toucher aide à monter l'hormone d'ocytocine et à déstresser. Je vous invite à vous faire masser, à faire de l'exercice physique, à vivre les orgasmes, tout ce qui vous met en bonne condition pour pouvoir ressentir cet état de bien-être qui est sous contrôle. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Vous pouvez choisir de vous laisser aspirer par la peur ou de nourrir progressivement vos récepteurs à ocytocine et vous laisser guider vers la guérison, vers en tout cas la paix intérieure, en travaillant à la fois la démystification des pensées et à la fois nourrir avec toutes ces choses-là qui vous apportent du bien-être. Et ça, c'est sous contrôle. Je regarde au niveau du temps. Patrick, j'ai encore combien de temps? Tu sais me dire? C'est pas grave, je continue. Alors, en coaching... L'avantage d'être la dernière. Ça va, d'accord. Donc, en coaching, il y a cette conscience donc, du mental très fort. À quoi je pense? Où est-ce que je mets mon mental? Et donc, on a un outil qui est assez intéressant que j'ai découvert justement cette année pendant la crise, qui s'appelle la salutogénèse. Et en fait, la salutogénèse, c'est une approche se concentrant sur les facteurs favorisant la santé et le bien-être
plutôt que d'étudier les causes des maladies, la pathogénèse. Donc, la pathogénèse, c'est d'où vient la maladie. J'aime bien aussi savoir d'où vient la maladie, d'où vient, comment est-ce qu'on a attrapé une maladie. Ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on va attraper la guérison, comment est-ce qu'on va aller vers un salut, vers une réparation, mais avec le mental ici, simplement, on n'est pas là dans une approche médicale, on sera là dans une approche réflexive. Et donc, c'est une idée de prendre conscience que la salutogénèse, c'est de la conscience de la résilience et de l'empathie. Alors, la résilience, c'est sortir de situations difficiles et de sortir plus fort, sortir plus grand d'une situation difficile. Alors, c'est lié à la cohérence et c'est aussi, quand on pratique la salutogénèse, c'est qu'on invite la personne à aller dans sa cohérence. Et là, une personne cohérente va percevoir les événements comme compréhensibles, maîtrisables et significatifs. Alors, ça, c'est peut-être le défi d'aujourd'hui, c'est que comme il y a énormément d'informations, qu'on change d'avis dans un pays, on dit ça, dans un autre, on dit ça, c'est pas très cohérent tout ce qui arrive dans le monde. Et donc, on est déstabilisé et on ne trouve plus la cohérence. Et donc, ça nous fait perdre en énergie, ça nous fait diminuer notre bien-être et tomber dans le stress. Et donc, le rôle du coach, c'est de permettre à la personne de continuer à se poser des questions intelligentes, on va dire, pour comprendre ce qui se passe dans sa propre vie en lien avec ce qui se passe à l'extérieur. Donc, il y a une part d'acuité, de curiosité, d'envie de comprendre que l'on développe. Et puis de se dire après, quel est le sens par rapport à moi et par rapport à qui je suis dans ce système-là? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les valeurs qui sont touchées dans cette situation? Et comment ensuite je peux mettre en action quelque chose pour pouvoir retrouver de la joie, de la paix intérieure? Et donc, on pourrait faire un mini-exercice ici, c'est de penser à des gens, quelles sont les personnes que vous appréciez. Prenez le temps de penser à une seule personne que vous appréciez parce qu'elle a une valeur qui vous touche. Si vous pensez à cette valeur, en général, c'est une valeur qui vous fait du bien. Et vous pouvez l'écrire dans le chat si vous avez l'occasion pour voir que souvent les personnes qui nous apportent une valeur nous font simplement montrer que nous avons la même à l'intérieur et qu'elle est utile à développer. Et donc dans une crise comme celle-ci, il y a cette curiosité intellectuelle, il y a cette conscience de soi qui arrive aussi, et cette conscience des valeurs, et puis de se dire, par rapport à tout ça, qu'est-ce que je vais mettre en action pour pouvoir me sentir en cohérence. Il y a aussi ce schéma qui est très riche aussi, de prendre conscience des choses sur lesquelles je peux agir et des choses sur lesquelles je ne peux pas agir. On peut contrôler ce qu'on dit, on peut contrôler en bleu qui on est, ce que j'écoute aussi, les infos que j'écoute, on peut contrôler ses efforts, on peut contrôler ses amis, les gens que l'on côtoie, mais on ne peut pas contrôler l'extérieur. Et souvent, on passe un temps fou à râler sur quelque chose sur lequel on n'a pas d'impact et on ne travaille pas à construire les choses sur lesquelles on peut vraiment avoir de l'impact. Donc, on ne peut pas contrôler, on n'a pas de contrôle sur la maladie, sur le passé, sur le temps qui fait, sur ce qui se passe dans le monde, mais on peut travailler à la conscience de ce que moi je peux faire par rapport à ça et comment moi je peux être en cohérence par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Donc, une des premières choses, c'est de ne pas vouloir une autre réalité que la réalité, ce qui est difficile, mais ce qui est quelque chose qui va nous amener une paix. La réalité, je ne peux pas la contrôler. La réalité extérieure, le monde extérieur, la crise, c'est une réalité. Mais elle est d'autant plus crise
que je ne m'y investis pas nécessairement. Donc, qu'est-ce que moi, je peux contrôler, vivre dans un contexte qui est difficile? Et puis, j'écoute mon cœur, j'écoute mon corps. Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Et je me pose les questions. Dans ce que je vais choisir de vivre, est-ce que c'est respectueux pour moi et de mon environnement? Et est-ce que c'est dans ma zone de contrôle? Et puis, est-ce que je peux faire confiance? En fait, quand on est dans cette approche d'auto-coaching, c'est une des choses les plus importantes, c'est vraiment de se dire, OK, je prends conscience des choses qui ne vont pas. Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Et comment est-ce que je peux agir dans ma zone de contrôle en étant en paix avec moi-même, en étant respectueux de moi-même et de l'environnement? Et donc, cette salutogénèse est un outil assez intéressant, vraiment, que l'on peut se faire en auto-coaching ou avec l'aide d'un ou d'une coach, c'est d'ouvrir sa réflexion, de ne pas subir, mais d'avoir du discernement par rapport au système dans lequel on est et dans lequel on vit des épreuves, des stress. Accueillir les émotions et puis rechercher qu'est-ce qu'on a à changer, qu'est-ce qu'on décide, qu'est-ce qu'on a envie de changer pour être en accord avec ses valeurs. Et une fois qu'on a compris ça et qu'on met en place des choses, on peut retrouver de la joie de l'instant présent, du fait de mettre en action ce que l'on veut vraiment au fond du cœur en accord avec ses valeurs. Et ça apporte énormément de ressources. Et donc, à chaque coaching que je fais, quand j'ai aidé la personne à découvrir tout ça et à décider et à mettre en place ces petits pas de paix intérieure, je l'aide à aussi se féliciter de ce pas accompli et à maintenir cet état d'être. Parce qu'une fois qu'on a ouvert sa conscience à la réflexion, une fois qu'on a pris conscience de qui on est dans un système, on peut choisir de maintenir cet état d'être par le choix du désir plutôt que de la peur et de maintenir et d'agir en accord avec soi-même dans un contexte difficile. Et c'est ça qui va nous amener à évoluer vers un monde meilleur, vers quelque chose de plus en accord avec soi-même et avec les autres aussi, qui sont dans la même énergie de vouloir construire quelque chose de beau. Donc, je conclurai par ce mot crise qui existe dessiné comme ça en chinois, qui veut dire danger et à la fois opportunité. Donc, c'est vrai, comme dirait Will Smith, la peur n'est pas réelle, c'est un produit des pensées que l'on se crée. Par contre, le danger est réel, mais la peur est un choix. Voilà, je vous invite à chaque fois que vous avez peur, de vous dire quel est le désir que j'ai derrière cette peur et nourrir plutôt le désir. J'ai envie de voir les gens en bonne santé, j'ai envie de me voir en bonne santé, j'ai envie de réussir telle chose plutôt que peur de ne pas réussir, peur de ne pas l'avoir. Et ça marche. J'ai vraiment beaucoup d'expérience de cet état de conscience choisi qui donne des résultats merveilleux sur l'état d'être et de bien-être. Voilà, et donc on peut évidemment aussi se retrouver en individuel pour faire des séances de dépassement de ce stress en conscience et de travail sur ce qui est juste pour chacun, cette mise en action. Et là, j'ai mis en place aussi des conférences tous les mois, une soirée tous les premiers lundis du mois sur traverser la crise avec sagesse. Et ce sont des outils pour avancer en conscience dans cette situation complexe qui nous permet d'avancer sur nous-mêmes surtout et de rester alignés. Moi, c'est ça, je fais souvent ce geste-là. C'est important de rester aligné par rapport à soi-même. Et rester aligné, c'est être en accord entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, ce qu'on fait. Dans ces cas-là, on est en paix, on n'est pas stressé. Donc voilà, je vous invite à rester aligné et puis je redonne la parole à Patrick pour les questions. Merci. Merci beaucoup Isabelle. Moi je crois que je vais passer le reste du week-end à stimuler mon ocytocine. D'accord.
C'est vrai que la plupart de nos réactions inappropriées, ben, elles proviennent de nos peurs irraisonnées, comme tu l'as dit très justement. Et donc, c'est vrai que tout est dans la gestion de ces peurs irraisonnées. Alors, effectivement, j'avais quelques questions. Alors, il y a quelqu'un qui nous demande si faut-il, quand on fait un travail psy, donc chez un psychologue ou un psychiatre, est-il intéressant de l'accompagner d'un coaching? Ah, ça peut, oui, parce qu'en fait, j'ai quelques psys et psychiatres qui m'envoient des personnes pour la mise en action, justement. C'est que en psy, on va comprendre, et puis à un moment, la personne vient en disant, OK, j'ai compris comment je fonctionne, maintenant je veux agir et mettre en action les premiers pas. Et donc, on retravaille moi, je découvre ce qu'ils connaissent d'eux-mêmes et je les aide à aller de l'avant et à se choisir maintenant. Qu'est-ce qu'ils vont mettre en place pour pouvoir être pleinement humain, mais être heureux avec ça. Ouais. Alors, une autre question d'un participant, c'est vous parlez de volonté, mais dans ces temps difficiles, comment peut-on cultiver, comment est-ce que l'on peut cultiver cette volonté? Est-ce que vous avez des conseils à nous donner à ce niveau-là? C'est vrai que tu y as répondu partiellement au cours de l'exposé, mais c'est donc... J'ai écrit un livre qui s'appelle « Que veux-tu vraiment ?» Ça répond à la Je question. l'ai vu. Oui. En fait, que veux-tu vraiment? C'est l'essence du coaching. Tant qu'on ne sait pas ce qu'on veut vraiment, on ne l'obtient pas. On ne l'obtient pas parce qu'on se laisse guider par l'environnement, par ce qui se passe autour de nous, parce que les autres veulent. Et donc, le travail du coaching et du coaching évolutif, c'est vraiment qu'est-ce que tu veux vraiment à l'intérieur, ton cœur veut vraiment. Bon, ton mental veut peut-être gagner au loto, mais ça, je ne peux pas t'aider. Donc, qu'est-ce que tu veux vraiment, toi, à l'intérieur, pour pouvoir être rayonné, ce que tu veux vraiment, ce qui est juste pour toi. Et donc, c'est vraiment la volonté, c'est plus une volonté du cœur qui doit être alignée avec le mental. Et donc, on va mettre le mental au service de cette volonté de l'âme. En fait, j'aime bien ce mot, mais qui est-ce qu'on est? Notre essence, on a tous notre essence différente, on a tous des volontés différentes, mais qu'est-ce qu'on veut vraiment là à l'intérieur? Et quand on a trouvé ce qu'on veut vraiment, à ce moment-là, on le met en action. Maintenant, pour le mettre en action, on va devoir dépasser des freins. Il y a des freins qui nous empêchent, et ça aussi, on va les voir les uns après les autres pour pouvoir oser être pleinement soi. Et donc, du coup, à partir du moment où on se choisit, il y a l'instant coaching. Je sais ce que je veux vraiment, pouf, et on a les yeux qui brillent, et c'est ça, et ça se fait parfois tout seul après. Mais on n'a pas toujours conscience de ce qu'on veut vraiment. Voilà. Et alors, une toute dernière question, c'est l'impact des blessures de l'enfance et la psychologie dans l'enfance. Comment est-ce que vous les gérez? Comment les gérez-vous? Est-ce que ça fait partie d'un tout? Alors, ça fait partie de la connaissance de la personne quand on est en coaching évolutif, surtout parce que moi, je n'ai pas un coaching performatif. Hein. Je ne fais pas du coaching pour arriver à atteindre des objectifs de performance. Je fais un coaching pour être pleinement soi. Donc, les blessures de l'enfance, c'est là, ça fait partie. Maintenant, on y travaille. Et comme dit Éric Merlot, on peut très rapidement nettoyer des blessures de l'enfance. Et donc, on peut, soit avec quelques outils de coaching, ça marche, soit on ne sait pas y arriver et alors on délègue et on a un réseau de thérapeutes qui peuvent aider la personne à aller épurer. Mais par contre, le coach va pointer souvent ce que la personne ne sait pas nécessairement d'elle-même, qui est le frein. Elle peut avoir un frein comme la dévalorisation de soi, par exemple, qu'on va pointer. Et en fait, on se rend compte que son père lui a dit pour qui tu te prends, à longueur d'enfance. Donc, cette personne est bloquée avec cette mais je ne peux pas me lancer parce que pour qui je me prends? Et donc, alors d'abord, c'est une croyance. On a des outils pour nettoyer ça. Et si ça ne suffit pas, ben oui, voilà, on envoie chez Eric ou on envoie chez d'autres thérapeutes qui peuvent en psychologie énergétique, moi, je travaille aussi avec cet outil-là. On peut nettoyer des blocages comme ça et les gens pensent qu'on n'y arrive pas. Les gens pensent que c'est pour toujours, mais non. Il y a de plus en plus de techniques maintenant de thérapie brève qui peuvent nettoyer ça assez rapidement.
Mais il faut y aller, et il faut oser, il faut du courage aussi. Parce qu'on est notre histoire, et on croit qu'on se connaît avec notre histoire et avec nos failles. Mais on peut aussi être mieux, et beaucoup plus en légèreté.